Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Samedi matin, 10h30, le direct du libre journal des controverses. Je salue le prédécesseur, notre prédécesseur, libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker, la Rastam. Et puis, c'était le grand retour d'Olivier Piacentini. Ça fait tellement de temps qu'on l'a pas vu, ça fait tellement plaisir de le recevoir. Je salue bien entendu le retour de Virginie Nini, Glams ou Gams, je sais plus, enfin quelque chose dit. Nini quelque chose. C'est Virginie, ma préférence à moi, Virginie. Notre Virginie est là à la réalisation. Vraiment très content de la recevoir. Et puis bien sûr, je salue Patrice, l'homme à la superbe écriture, la plus belle écriture de Radio Courtoisie. C'est pour ça qu'on le prend le samedi matin. N'hésitez pas à commenter, à l'appeler. Appelez-le. Faites que de l'appeler et puis nous répondrons à vos commentaires. Aujourd'hui, spécial librairie française, il faut aider la librairie française, il faut lire, nous avons besoin un peu de livres, nous avons besoin d'endroits, d'espaces tels la librairie française qui est située rue Le Courbe. Pourquoi ? Parce que les gens de plus en plus sur internet à regarder des Netflix, des vidéos, et puis nos jeunes aussi, que nos jeunes viennent lire un peu des bouquins, des beaux bouquins. Alors pour cela, je reçois à ma droite Gérard Le Tailleur, vous le connaissez, c'est l'histoire de Montmartre, il connaît Montmartre comme sa poche. Ambassadeur, président directeur général, premier ministre des Finances de Montmartre. Comment ça va, cher Gérard ? Ça va bien, Mike, merci. Ça nous fait plaisir de te voir. Gérard qui connaît aussi, pareil, la librairie française. Il a connu Louis XIV, Jean Cocteau, à la librairie française, et tous ceux qui étaient présents. Frère Thierry qui est là, vous le connaissez aussi. C'est un permanent de Radio Courtoisie, frère Thierry. C'est une nouvelle toge là aujourd'hui, non ? Non. Pas du tout, en tout cas, elle a l'air d'avoir été lavée avec Ariel. Frère Thierry aussi nous expliquera, nous parlera, nous dira chaque centimètre de mur ce qu'il raconte de la librairie française. Et enfin, Charles, client numéro 1, il a sa carte. Il a la carte 0001 du client roi de la librairie française. Il va nous expliquer pourquoi la librairie française c'est mieux que la Fnac, le Virgin, Amazon et tous ces trucs là qui viennent d'on ne sait où. Voilà, donc on va en parler tous les quatre ensemble. Vraiment, librairie française c'est une institution et je vous invite vraiment à y aller. Tiens, pourquoi c'est une institution, cher Gérard ? Eh bien, tout d'abord, c'est une institution parce que je rattache la question que tu viens de me poser, Mike, au fait que le métier de libraire est extraordinaire. C'est un métier qui n'est pas, comme on pourrait le supposer, un métier de commerçant. C'est un métier qui remonte en fait à l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains. C'est un métier qui est lié à la spiritualité. Les libraires étaient au départ ce qu'on appelait les libraires, c'est-à-dire librarius, et leur librairie s'appelait des bibliopola, pour être précis, à l'époque. Et eux, qu'est-ce qu'ils commerçaient ? Ils commerçaient quoi ? C'était des copies de manuscrits qu'ils faisaient eux-mêmes. Ça a commencé comme ça. Et puis, jusqu'au Haut Moyen-Âge, les livres ont été écrits dans des couvents par les moines. C'est les moines au départ, bien entendu, les moines copistes qui ont fait un travail tout à fait exceptionnel. Alors, au XIIe siècle, on va voir arriver la création des universités, qui va permettre aussi de voir naître des ateliers laïques dans lesquels étaient vendus ces fameux manuscrits. Et puis, les libraires, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas, donc, comme je viens de le dire, uniquement commerçants, mais ce sont des éditeurs qui se sont aussi subdivisés en plusieurs confréries, c'est-à-dire les parcheminiers, des enlumineurs, des relieurs, ils faisaient absolument tout. Et puis, il faut se replacer aussi dans le contexte de cette époque, à savoir que pratiquement personne ne savait lire. Il y a au moins 90%
99% des gens qui ne savaient pas lire. Donc, seuls les libraires connaissaient la clientèle susceptible de s'intéresser à ce qu'ils faisaient. Donc, ils faisaient du colportage. Ils étaient obligés d'aller voir les personnes capables d'acheter les ouvrages. Ils connaissaient leur goût. Et donc, tout ça s'est déroulé dans ces années-là. Donc, là, on est dans le haut Moyen-Âge. Alors, celui qui va commencer, grâce à une ordonnance, à légiférer réellement et intervenir, à réglementer les librairies, c'est Philippe le Bel. Philippe le Bel, lui, il va ordonner, j'allais dire aux libraires, de publier un livre sous réserve d'avoir un accord royal. Bon, ça a été déjà une première forme de censure, certes, mais enfin, il fallait aussi ne pas laisser n'importe quoi être fait par n'importe qui. Ensuite, grande date qui arrive, c'est Gutenberg, avec ses caractères mobiles, donc qui va permettre de diffuser encore plus d'ouvrages. Et puis le libraire, donc, il va devenir imprimeur aussi, donc, et puis ça va être un vecteur d'idées, en réalité. Hein, c'est lui, tout va passer par le libraire. Et puis, autre grande date encore, 1744, c'est-à-dire là, on est sous le règne du roi Louis XV. La profession de libraire, là, elle va être réglementée par le code de la librairie de Paris, où là, on va interdire le colportage, on va créer un brevet de libraire, on va l'instaurer, et les libraires vont donc demeurer dans des quartiers tout près des universités. Donc ça va être quand même relativement limité. Et puis, comment dirais-je, ils vont être obligés d'obtenir, pour faire paraître un livre, donc ils vont avoir besoin d'une autorisation du lieutenant général de police et l'approbation des censeurs de l'époque. Donc tout ça, ça va être réglementé de plus en plus. Et je pense que, bon, après on arrive bien sûr à notre époque, la Révolution aussi, qui va aussi modifier les choses en profondeur, puisqu'on va avoir la suppression des corporations. En 1793 aussi, grande date pour cette profession, en ce sens que la Convention va créer et maintenir aussi les droits pour les auteurs. Ça, c'est aussi extrêmement important. Napoléon va rétablir le brevet de l'Ancien Régime ensuite. Là, c'est aussi une date, c'est le 5 février 1810, hein, pour être précis. Là, je suis un petit peu d'une manière précise, et j'en ai encore pour 10 secondes, et puis après, on va pouvoir partir sur la librairie française. Et le libraire, donc, peu à peu, va se trouver concurrencé au fil du temps par les bouquinistes, déjà, par les colporteurs, qui, eux, le colportage qui va se développer de plus en plus, même après la Seconde Guerre mondiale, la vente par correspondance. Puis aujourd'hui, on voit puis il y avait les clubs de livres aussi, les clubs du livre à travers différentes professions. Et puis la vente en ligne et les supermarchés aujourd'hui. Voilà. Donc le métier change parce que finalement, la manière de diffuser les livres a complètement évolué. Et ensuite, parmi donc, les librairies aujourd'hui, il y a effectivement des librairies spécialisées que je crois que pour qu'une librairie puisse vivre, se développer et tenir, il faut qu'elle reste dans le passionnel. Il faut vraiment opter pour un choix particulier au départ, ce qui fait que la librairie française est tout à fait dans cet esprit pour satisfaire les demandes de bon nombre de clients. Voilà, j'arrête là. Non, mais c'était très bien, il faut avoir cette historique. Mais pourquoi ce nom librairie française? Toi, t'es pas manicopiste? Non, pas du tout. Oh. Alors, librairie française, c'est un nom connu. C'était Coston qui avait ça autrefois, rue de l'abbé Grégoire. Le nom a été repris. Et avec une certaine continuité, pourrait-on dire. Pourquoi une continuité? Qu'est-ce qu'il faisait là? Parce qu'on trouve pas mal de livres, disons, de la famille de pensée bien à droite. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire, quand tu dis bien à droite, parce que nous, on est toutes les droites. Hein. Oui, mais là aussi. C'est-à-dire, oui, voilà. Alors, il y a Vas-y, précise. Alors, je vais essayer. Il y a des livres pour enfants, donc un choix très varié, bande dessinée, romans, Labarande, que sais-je. Ensuite, la religion, un rayon spiritualité assez fourni, philosophie, histoire. Alors, ça va de l'Antiquité à nos jours. Et, alors c'est un choix. Les livres sont rangés non pas par époque,
mais par ordre alphabétique de l'auteur. Donc c'est des fois un peu déroutant pour le client, des fois il faut qu'il demande conseil. On a un bon rayon littérature. Bah, justement, Alors littérature ouais. très vaste. Ça va de Brasiac à Camus, vous voyez, ou même des auteurs médiévaux. Justement, Oui. ça c'est important, ça, le conseil. Parce qu'aujourd'hui, le livre, bon, c'est soit Amazon, si les gens sont sur Internet, Oui. ou c'est à la Fnac, vous demandez quelque chose à quelqu'un, bon, bah, de toute façon, ils connaissent rien à part regarder sur l'ordinateur. Il faut Là, même- on a des gens qui fournissent le conseil. C'est ça, parce qu'il faut même deviner ce que le client recherche. Comment tu le devines? Précéder. Alors, mettons qu'il prend un livre, on va lui conseiller d'autres livres qui se rapportent, qui ont le même thème, des fois d'un point de vue un peu différent. Oui, parce que dans la Révolution française, il y a des quantités de manières de l'approcher. De manière sociologique, historique, complotiste. Et donc, cher Charles, j'imagine que vous, en tant que client, c'est ce que vous avez ressenti. Vous avez ressenti que des gens qui connaissaient leur sujet et que vous n'alliez pas dans quelque chose de froid, d'anonyme. Alors, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc, je suis un nouveau client. Je suis arrivé le 3 août. Et donc, j'arrivais... Seulement le 3 août. Ouais, tiens. mais vraiment, Ah, bah, très bien. je suis nouveau client. Et je suis arrivé avec des questions sur, par exemple, la Révolution française Ouais. et sur la religion en France. Et donc, je suis arrivé donc, dans la librairie qui est un endroit magnifique, un espèce de petit cocon. C'est vraiment très mignon, très agréable. C'est vraiment très atypique. Voilà, c'est très atypique. Et le frère est très atypique aussi. Et c'est comme ça aussi que la relation s'est nouée assez rapidement. Et depuis, bah, je ne fais que déguster des livres. D'accord. Et donc, spécialement de la Révolution française. Je viens de lire le livre de Philippe Pichot-Bravard, qui était vraiment, je pense, une très bonne introduction pour découvrir la Révolution française. Pas la liberté guidant le peuple, comme j'ai pu l'apprendre à l'école. Plutôt, disons, des remous d'intérêt. C'était pas la Révolution française de Max Gallo, quoi. Non, C'est pas celle-là. le genre. C'était pas celle-là. Et non, c'était du point de vue d'un historien du droit et spécialisé dans l'histoire, c'était vraiment, pour moi, très interpellant. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et donc vous y avez appris des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, j'imagine. Absolument. Vous n'avez pas entendu dire que Danton était un grand homme et non. tout ça, quoi. non. On ne vante pas ses mérites. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre à la librairie française, il y a cette cour là, comme ça, Ouais. c'est assez, ça donne un cachet. Je sais pas ce que tu en penses, Gérard. Tu as parfaitement raison, oui. Parce qu'on rentre dans un univers qu'on a du mal à cerner, parce qu'il y a des livres partout, il y a des livres d'occasion, il y a des livres neufs. On va, comme vous venez de le rappeler, frère, dans tous les domaines, hein, dans l'équipement, il y a des CD aussi, il ne faut pas oublier, il y a des objets divers. Des films Oui, il y a des films. Vous pouvez acheter des drapeaux si vous le voulez. Vous pouvez acheter avec toutes les provinces de France d'ailleurs. Hein, sont Des présentées. icônes aussi. Des icônes aussi. Et voilà. quelques bijoux. Quelques bijoux, voilà. Alors des DVD, moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'est qu'on retrouve par exemple toutes les grandes pièces de théâtre aussi que vous présentez. Il y a même il y a des rayons, il y a des thèmes, il y a un rayon formidable sur Fatima aussi. Ça m'avait touché un jour en voyant cela. Il y a notamment un livre que j'ai noté, celui de l'abbé Mistral, qui est intéressant aussi. Et puis le livre Le Soleil tourne, le 13e jour, là, vous savez, de Fatima. Donc quand on a envie de découvrir quelque chose, vous savez, c'est un peu comme les gens qui disent oh bah sur le net il y a tout, c'est pas la peine d'avoir une encyclopédie chez soi, je veux connaître la vie de Napoléon, je clique et j'ai tout. C'est vrai, j'en disconviens pas. Mais en revanche, quand on avait une encyclopédie, avant d'arriver à Napoléon, on feuilletait et on tombait sur d'autres choses. Et on avait des ouvertures, un peu comme un écheveau dont on tire les ficelles au fur et à mesure. Donc, c'est ça, ce que vous avez dit si justement tout à l'heure, c'est que quand on rentre dans une librairie, on n'a pas en fait une idée préconçue. On veut, bon, tiens, oui, je peut-être, tiens, je voudrais relire, je ne sais pas, par exemple, l'histoire de France de Jacques Bainville, par exemple. Bon,
Et puis vous allez tomber sur un autre livre à côté, puis un autre, puis vous allez passer l'après-midi finalement, parce que c'est tellement passionnant. Et le lieu nous invite justement à faire intellectuellement cette démarche. Je vois, c'est comme ça que je le ressens d'ailleurs. Bah, c'est sûr que aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans une librairie, on va dire classique, qui est souvent tenue par une gentille dame de gauche, Oui, plutôt. pardon, peut-être non binaire, je sais pas. Enfin voilà, quelqu'un qu'il faut pas mégenrer évidemment, parce que ça peut être très grave de mégenrer quelqu'un. Hein, Ah, je pense, oui. il faut pas mégenrer les gens. Qui court, oui. Et donc, on a tous les grands auteurs. D'ailleurs, moi, j'ai une librairie à côté de chez moi. Moi, je suis Saint-Ouen. J'habite quasiment au puce de Saint-Ouen, les antiquaires, etc. Donc, parmi les antiquaires, on peut trouver quelques livres. Mais à côté de chez moi, j'ai une librairie mégenrée où j'ai le dernier Amélie Nothomb et Christine, je ne sais plus comment elle s'appelle, Angot, Christine Angot. Donc, et qui sont vraiment mis très en avant. Et donc du coup, puis en plus on a des gens qui, c'est ça qui est fou, qui ne connaissent pas leurs livres, les livres qu'ils vendent. Ouais. C'est fou, hein. C'est certain. Ça, c'est Ouais. hallucinant, quoi. Ouais. Et donc, on se retrouve face à des gens qui à part vous conseiller le livre à la mode dont on a parlé chez Léa Salamé, on ne peut pas aller au-delà. Et ces nouveaux livres conseillés par Léa Salamé, c'est que les livres contemporains, ils sont assez médiocres. Faut se dire les choses. Là, on a des gens passionnés. C'est ça, hein, cher frère Thierry. On a des gens passionnés à la librairie française qui même vont au-delà du conseil. Oui, parce que c'est un lieu de mémoire. Et je pense qu'une des questions d'aujourd'hui, c'est passer le flambeau. La plupart des gens, même de nos milieux, ne connaissent pas notre tradition, ni nos auteurs de référence, ou de manière implicite. Ou alors vous avez des gens qui se mettent sur le marché, mais qui occultent totalement les générations qui les ont précédées. Or, comment construire une société si on n'est pas capable de recevoir l'héritage ? La plupart des gens, ça m'a surpris, ne connaissaient pas Simone Veil, la philosophe. Ah bon ? Entre autres, ce petit opuscule merveilleux, Pourquoi faut-il supprimer les partis politiques ? Petit opuscule d'actualité. Ou Gustave Thibon. Passé à la trappe, oublié. Ça va jusque-là ? Ah oui. Même des gens de nos milieux. Alors, ce qu'il faut voir qu'en 15 ans, la culture s'est effondrée. Le niveau culturel s'est effondré. Je me rappelle, à une époque, je tenais une petite librairie, la fraternité Saint-Joseph. Saint-Joseph. Mais je vendais du latin, du grec, du sanskrit, de l'araméen. Ça partait. Et pas forcément des croyants. Il y avait encore des gens cultivés qui C'était générationnel ? Oui, d'une part. Bon, avez-vous beaucoup de jeunes capables de lire aperto libro, du latin ou du grec ? Très peu. Je le vois, moi, quand je fais des reportages, je dois privilégier la génération baby-boom, Et voilà. qui ont une certaine instruction, une culture, et qui savent répondre dans un micro, parce que les moins de 35 ans, c'est très laborieux. très compliqué. Est-ce que, cher Charles, qui a l'air d'être un jeune, c'est le jeune de la table, voilà. Merci, ça me va. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez vous aussi ? Je dirais de plus en plus, mais le principal responsable de tout ça, c'est l'instruction, l'éducation nationale. C'est vraiment... maintenant, c'est le but un peu de l'éducation nationale, c'est que les gens ne se rencontrent pas eux-mêmes. Et surtout, qu'ils ne rencontrent pas la culture qui les a produits. Donc, effectivement, il y a un moment où il y a un désalignement entre l'être et la culture de la personne. Vous voyez, autrefois, j'étais professeur de lettres. Mes élèves en première avaient, dans les années 80, ou 78-80, un niveau supérieur à un licencié d'aujourd'hui. Effrayant. C'est fou, hein ? Effrayant.
Et puis, Gérard, c'est fou d'entendre des choses pareilles. Ah non, mais ça correspond tout à fait à ce que l'on ressent Alors, dès qu'on est en société. Vous parlez de... Il y a des choses qui nous paraissent, à nous, enfin, ma génération, vous venez de dire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'était tout à fait normal pour nous de parler d'auteurs qui correspondent, qui ont été complètement oubliés de nos jours. Aller parler de Barbey d'Aurevilly, mais les gens disent, mais c'est qui ce gars-là? Attendez, mais pourquoi il me parle de ce gars-là? On le trouve à la librairie. On le trouve à la librairie, c'est pour ça Bien que sûr. j'en parle. René Guénon, vous voyez, parce que René D'accord. Guénon, c'est un personnage aussi, on devrait en parler encore plus, il Ah oui. s'était même converti à l'islam. à un certain Mais moment de sa vie, René voilà, Guénon, c'est quelqu'un qui ressort énormément de la part, et je vais peut-être vous surprendre, Je vous en prie. de panafricanistes. Ouais. Par exemple, Kémy Seba, constamment, lorsque je reçois, me parle de René Guénon parce qu'il est son maître à penser. Jusqu'où ça va, quoi. Oui. Et puis Joseph de Maistre aussi. Ah oui, oui, ouais, bah oui. voilà, sur Alors, malheureusement, il est oublié, Joseph de Maistre. Ouais. Alors, vous avez je sais qu'à la librairie française, vous avez un livre excellent sur Joseph de Maistre de M. Froidefond, La théologie de Joseph de Maistre. Mais c'est ignoré. Rivarol aussi. Ou les auteurs de Nosso Cortés, enfin... Même Et ce qu'on oublie que, disons même la tradition catholique était liée au mouvement plus ou moins ultramontain, et pas uniquement des poncifs ou des polémiques. Mais la religion catholique, elle est oubliée de nos milieux, enfin en tout cas les gens qui écoutent Radio Courtoisie, évidemment que je salue, qui sont d'un très très haut niveau, ou ceux qui écoutent Géopoétique Profonde, sont pour la plupart souverainistes, et ce qui est très bien. Mais qui sont les chefs souverainistes? Ce ne sont pas des catholiques. Non. Il faut dire les choses, à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Et c'est un malheur. Non? Alors ça vient sans doute de la soumission de l'Église à la République, ou à la gueuse, comme on veut. Le seul qui s'est opposé, par exemple, à l'encyclique de Léon XIII sur le ralliement, c'est Monsieur Frépel. Frépel lui-même était l'héritier d'une tradition. Canalpi, Longuéranger. Tout ça s'est oublié. Alors peut-être dans nos milieux, on va parler de Monsieur Gaume, qui est très bien, mais les autres auteurs ont fait l'impasse. Eh oui, malheureusement. Ce qui est important aussi dans les librairies, c'est toucher le livre, le papier, cher Gérard. Il y a quelque chose de charnel. Mais oui, moi, alors j'ai des auteurs qui m'envoient, oui, l'éditeur me dit, je vous envoie le PDF. Mais arrêtez avec le PDF, je suis pas capable, moi je suis pas capable de lire les liseuses PDF. J'imagine c'est pareil pour toi. Bien entendu, c'est-à-dire qu'en fait un livre c'est un plaisir sensuel. C'est comme une femme. Avec mon épouse, on a été éditeur d'art et d'ouvrages de bibliophilie pendant des années. Et il y a un plaisir particulier quand on ouvre un livre. D'abord, les sensations olfactives déjà, vous voyez, qui commencent à apparaître. Le toucher, vous voyez, le papier, la reliure. Mais déjà, ça vous invite à découvrir quelque chose. Et quand vous vous penchez davantage encore sur une création comme ça, vous pensez au travail de chacun des artisans qui a participé à ça. Parce qu'il y a des gens qui vous donnent l'impression eux-mêmes, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont au bout des doigts. Et je pense particulièrement, par exemple, aux personnes qui faisaient de l'enluminure. Qui faisait également, c'est-à-dire l'enluminure, ça consiste aujourd'hui encore, je ne sais même pas si l'atelier encore existe aujourd'hui, on travaillait avec cet atelier-là, on reproduisait au pochoir. Au cache. Au cache, voilà. Pas pochoir. Voilà. On appelait ça au pochoir, donc, quand même. Voilà, mais vous avez parfaitement raison. Mais on appelait ça les reproductions au pochoir. C'est-à-dire que vous aviez une vingtaine, quelquefois, de découpes, avec ce qu'on appelait des pochons, c'est-à-dire que des espèces de gros blaireaux, si vous voulez un petit peu. C'était trempé dans la gouache ou l'aquarelle, tout dépend bien entendu de ce qu'on souhaitait avoir comme résultat. Et puis on passait ça, et il passait ça à une vitesse folle. Vous essayez de faire la même chose, alors ça te met à baver un petit peu. Mais il y a un doigté, il y a 10-15 ans de métier derrière, quand on voit des artisans travailler comme ça. Et à l'arrivée, vous avez la planche qui est reproduite exactement à l'identique.
Et un jour, j'ai eu le bonheur on a eu le bonheur de travailler pendant une quinzaine d'années, les 15 dernières années de sa vie, avec un homme merveilleux qui s'appelait Pierre Joubert, qui a illustré les plus beaux livres pour les enfants du Prince Éric et combien d'autres. Il a même travaillé pour les éditions, c'est Gérard qui tenait ça, c'était Marabout, c'était les Bob Moran, il faisait toutes les premières de couverture. Et un jour, avec des journalistes, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, Monsieur Joubert, on aimerait faire un beau livre avec vous. Alors, il était un peu sec, hein, comme personnage. Il dit, oh, moi, je fais plus de 1000 livres dans ma vie, de plus, ça m'intéresse pas et tout ça. Et je lui ai dit, oui, mais on va faire avec vous le plus beau livre que vous n'avez jamais fait de votre vie, non pas eu égard à vos qualités, entendons-nous, mais vous allez être reproduit comme à l'époque des moines copistes. Alors, il m'a regardé, et comme c'était un immense artiste, il m'a dit, je ne saurais jamais faire ça, parce qu'il était plein de modestie, cet homme. C'était un homme exceptionnel. Donc, je vous raconte ça parce que c'est ce qui tourne autour de la création d'un livre et ce plaisir de pouvoir les sentir, de les regarder et tout le savoir qu'il y a derrière de tous ces artisans. Et ça m'est arrivé dans le studio où nous sommes aujourd'hui de faire à l'époque avec Serge Le Beketch des émissions. Et Serge me dit, tu viens et puis on va parler de ton dernier livre, etc. Je lui dis, Serge, si tu veux, moi je veux bien venir, bien sûr, mais je ne viendrai qu'en tant qu'un peu maître d'œuvre. Mais ce que je voudrais, c'est avoir à côté de moi un relieur, un enlumineur, et puis un imprimeur, bien sûr, parce qu'on a fait aussi des livres, comment dirais-je, comme à l'époque de Gutenberg, avec des caractères mobiles fondus à neuf, etc. Mais ça, ce sont des métiers merveilleux. Ils étaient encore enseignés, ces métiers, à l'école Estienne. Je crois que on les apprend beaucoup moins maintenant parce qu'il n'y a plus de sortie derrière. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre un beau métier, mais si vous ne pouvez pas l'exercer, c'est un peu inintéressant. Voilà, c'est tout cela qu'il y a derrière un livre. Et même un livre simple, un livre à 20 euros aujourd'hui, 25 euros, il a demandé un travail colossal. Il y a un éditeur derrière, il y a quelqu'un qui a choisi d'abord de prendre des risques. Parce que vous recevez des tas quand vous êtes éditeur, vous recevez des tas de manuscrits. Bon, chacun, et puis en plus chacun croit qu'il détient un peu la vérité, c'est normal puisque c'est son livre. Mais il faut faire un tri, il faut guider aussi l'auteur en disant, là vous n'auriez pas dû, faites plutôt ça, vous voyez ça comme ça. Mais il y a ce toucher au papier, ouais. Et c'est pareil aussi pour la presse. Moi je remarque que, à l'époque, j'ai toujours lu L'Équipe, moi j'aime le sport. On avait les journaux qui étaient gigantesques comme ça, dorénavant ils sont petits comme ça, et on a perdu ce toucher au papier, cette sensation du papier pour le numérique, pour l'écran. Pour moi c'est un drame. Ah ben, ça n'a rien à voir, tu as raison, complètement. Donc on ne lit pas pareil. On a parlé de l'éducation, on peut parler aussi de l'université. Vous allez en amphithéâtre aujourd'hui, les jeunes étudiants n'ont que des ordinateurs portables. Ils font les cours sur ordinateurs portables, ils demandent leur PDF. Ah, monsieur le professeur, donnez-moi votre PDF du cours. Ils n'écrivent plus, et il n'y a plus la main avec son stylo sur la feuille de papier. Alors que ça, c'est une mémoire. On est rentré dans un monde virtuel. C'est totalement virtuel. Ouais, complètement. Alors que jadis, on écrivait avec des plumes sergent-major, des pleins, des déliés. Les écritures étaient magnifiques, très belles d'ailleurs. Voilà, c'est formidable. Ben, dites-moi, cher Charles. Quand on pense à tout ça. Vous qui êtes le jeune de la table. Merci de m'attribuer ce rôle. Voilà. Vous, comment se fait-il que des livres que vous auriez pu voir sur tablette, la liseuse, ou peut-être vous trouveriez en numérique, pourquoi revenir sur ce format papier? Ou qui n'êtes pas peut-être cette génération. Je vais vous répondre très facilement, un peu grâce à vous. Parce que j'ai regardé... En fait, c'est parti par ricochet de Stanislas Berton sur X, que je suis. D'accord. Pour lequel je suis un de ses abonnés. Ah, bah oui. Et il connaît. Auteur catholique, absolument, que l'on salue, bien entendu. Dont j'ai lu le livre, le tome 4, que j'ai trouvé vraiment formidable à lire. D'accord. Je ne saurais que le conseiller. Et donc, il conseillait un auteur qui s'appelait Alain Pascal. Enfin, qui s'appelle Alain Pascal. Alain Pascal aussi, auteur catholique, qu'on reçoit ici souvent. Et il y a les amis d'Alain Pascal, bien entendu. Qui était le 11 mars, quelque chose comme ça, je crois. Et donc, je tape son nom sur YouTube et je vois une émission de Radio Courtoisie de vous où vous l'interviewez. D'accord. Et à ce moment-là, vous parlez de la librairie française.
Ah, Et ah, tu vois. Voilà, regarde, hein, t'as vu? et basiquement, je me dis, bon, j'habite à Paris, la librairie française est à Paris, j'y vais. Et donc, Alors. j'y suis allé et j'ai rencontré le frère comme ça. Petit détail, à la librairie française, il y a aussi une maison d'édition qui s'appelle les éditions des Cimes. Oui, bah oui, reconnu. Donc, Bainville, les poèmes de Fresne, Alain Pascal, Cochin, les sociétés de pensée, enfin, il y a plusieurs livres qui sont édités par les éditions des Cimes. Il y a même des projets. Très bien, de qui Alors, un projet d'une anthropologue sur le rôle du vieillard dans la société. D'accord, Et ça va être préfacé par le professeur Magnard. très bien. Donc l'édition des Cimes, allez-y, voyez. Adresse exacte de rue Le Courbe, c'est 160 202, Ah, 202. rue Le Courbe. Alors, on peut y aller soit par le métro, Vaugirard. Même rue du Commerce. Commerce. Oui, Ouais, ou alors, commerce. le Je descends à la mode Piquet-Grenelle. Si tout le monde ou alors veut savoir. Félix Faure. Voilà, ligne 8. Oui, et bus. Ah, des questions arrivent. Patrice. Ah bah lui aussi, tiens, d'habitude je voudrais qu'il écrive un peu plus, mais non, il m'imprime des commentaires. Bon. Bonjour chers tous, vous avez parlé de Joseph de Maistre. Quel est ce livre où il narre son séjour en Russie de l'époque? Je déplore que cet ouvrage ait été cité dans l'émission de Bernard Anthony afin de se moquer en analogie de la Russie actuelle. Quel est aussi son ouvrage célèbre considéré comme contre-révolutionnaire que notre seul roi, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous accorde toutes ses grâces en cette fin des temps? Donc qui répondra à ça? Ouais, c'est les soirées de Saint-Pétersbourg. Oui, Oui, les Pétersbourg. Pétersbourg. Alors, Joseph de Maistre était ambassadeur en Russie, ce qui lui a permis de bien connaître aussi l'Église orientale. Et c'est un personnage incontournable, du moins dans notre famille de pensée. Et l'ouvrage considéré comme contre-révolutionnaire? Mais ils le sont un peu tous, hein, je pense. Hein. Je pense. Hein. Non? Je n'ai pas à l'esprit maintenant, mais... Bon. Achetez toute la collection. Ah, voilà, voilà. Je m'inscris en faux avec le frère, avec Elisabeth Porno. Bon, porno à l'éducation nationale. Les élèves vont être très érudits sur la sexualité dès la maternelle, consternant et vomitif, bien sûr. Elisabeth Borne, bien sûr. Bon, pourquoi je lis Elisabeth Porno? Ça va bien. C'est un lapsus révélateur. Bah, c'est ce qui est écrit, hein. C'est écrit Elisabeth Porno, hein. Malheureusement. Oui, bon. Donc du coup, cher Charles, Oui, très cher mec. voilà, certes, vous avez découvert la librairie française en écoutant Radio Courtoisie, mais malgré tout, vous m'avez pas dit pourquoi le papier, tiens. Pourquoi revenir au papier, pas être au numérique? Pour ce que Gérard disait juste avant, c'est vrai que le toucher, vraiment, rien que d'avoir le livre dans les mains, de pouvoir, soit qu'on nous le donne, soit qu'on nous le prête, soit c'est un objet. On peut revenir en arrière aussi. On peut revenir en On arrière. n'est pas obligé, c'est ce que le frère m'a appris, on n'est pas obligé de lire un livre non plus chronologiquement. Ah oui. On peut D'accord. juste prendre, par exemple, une lecture transversale, prendre un chapitre, parlons, je sais pas, par exemple, du 10 août 92, et du massacre de la guerre de Suisse. On peut le prendre dans 5 livres différents pour voir 5 versions différentes. Et comme ça, à ce moment-là, justement, encore mieux ancrer ce jour en soi dans sa compréhension. Parce que le lecteur est aussi l'auteur. Ce qu'on lit, on l'assimile. On le fait cher. Hein. On peut penser à Montaigne, ces belles réflexions. Et l'homme moderne, qu'est-ce qu'il lui faut? Des images qui défilent. Un passe-temps d'îlotte, disait Duhamel. Et tiens, vos amis, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que vous leur parlez un peu de votre passion pour la librairie française? Délicatement. Pourquoi? Ça ne trouve pas énormément d'écho. D'accord. On est vraiment actuellement dans... Malgré vos amis, votre cercle proche, Alors, le même cercle, eux, le cercle proche, pas plus que ça. Disons que les cercles maintenant qui sont plus éloignés se rapprochent. d'accord. Et ça, je dirais que ça aide au contraire justement à sortir un peu de ces zones de confort et ces zones Et pourquoi de pas le facilité. cercle proche? Bah, C'est drôle parce que il y a beaucoup de césure. je remarque dans la pensée qui peut être la nôtre, Mhm. nous sommes souvent marginaux, parmi les nôtres.
C'est totalement le cas, oui. C'est le cas pour Oui, vous bien aussi? sûr, oui, absolument. Oui. Aussi bien, entre guillemets, dans le cercle familial que dans le cercle social, oui. Êtes-vous Sur le cas. parisien d'origine? Alors oui. D'accord. J'habite, Est-ce que ça signifie qu'en fait, parmi vos cercles proches, il y a, on va dire, l'influence de la télévision, du système qui a pénétré? Oui, là, oui, pas très. Je distinguerais, en fait, il y a le prêt-à-porter et le prêt-à-penser. D'accord. Donc vraiment, j'ai un prêt-à-penser autour de moi qui est assez dans le déni de ce que j'appelle, enfin de ce que je perçois comme étant la réalité. Cher Gérard, c'est fou ce qui se dit quand même, hein. Non, mais c'est tout à fait normal. Quand on ne suit pas un petit peu, j'allais dire, l'ensemble de ce que les médias nous imposent aussi, ça commence là d'ailleurs, eh bien, on est marginalisé. Mais moi, j'ai personnellement, toujours été marginalisé. Je disais d'ailleurs à notre ami, comment dirais-je, qui vient de sortir du studio, d'ailleurs, avec lequel je fais beaucoup d'émissions, Nicolas. Nicolas Stocker. Quand je me rappelle en 68, j'ai des copains qui me disent tu viens, etc. On va rue Gay-Lussac. Je dis non, je peux pas venir parce que si je viens, je vais me retrouver avec un pavé, mais je crois que je l'enverrai plutôt sur ta tête que avec les CRS. Mais t'es un facho, mais t'es vigilant, non. C'est comme ça. Et puis le temps m'a donné raison. Quand on voit des gars comme Cohn-Bendit aujourd'hui qui sont députés, qui ont été complètement récupérés par le système et qui continuent malgré ses écrits épouvantables parfois de nous donner des leçons, moi je trouve que c'est tout à fait épouvantable. J'entends par là que dès qu'on ne suit pas le courant de pensée général, on est marginalisé et on devient dangereux. Donc on est ostracisé automatiquement et puis il faut faire très attention parce que des fois on se trouve en société et puis on est immédiatement catalogué. Puis en France, c'est comme ça. Vous avez un panneau derrière vous qu'on vous accroche. Et puis, même vous êtes chanteur, vous n'avez pas le droit d'écrire. Vous êtes écrivain, vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Vous êtes peintre, vous n'êtes pas sculpteur. Voilà, les gens aiment bien avoir une vision des gens extrêmement limitée. Ça les aide peut-être à mieux comprendre. Oui, mais ce qui est fou, c'est que... C'est une erreur totale, d'ailleurs. On dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent, mais en réalité, c'est pas si vrai que ça. On doit, en France, dans tous les cas, à la France de 2025, pour avoir une sorte de lien social, être dans l'esprit dominant, si je puis dire. Complètement, oui. C'est ça, hein? Mais oui, c'est ça. Mais moi, je pense que ce sont les minorités qui ont toujours fait avancer la société. Tous les courants de pensée. Au départ, on n'est rien, et peu à peu, ça se développe, parce que c'est la vérité qui est derrière. Le christianisme a débuté, il n'y avait rien. Le Christ extraordinaire, ses pensées, bien sûr, c'était le Fils de Dieu, donc ça ne pouvait être que tout à fait fabuleux mais magnifique. Mais peu à peu, ça s'est développé. Et quand on voit qu'aujourd'hui, 2000 ans après, les milliards de personnes sur cette terre prêchent ces paroles, prêchent l'Évangile, ça veut dire qu'il était dans la vérité. C'est la vérité. Et combien de courants passés de pensées sont nés et ont disparu depuis 2000 ans, on ne les compte plus. Comme des gens qui voulaient aussi imposer leur manière de voir, une espèce comment dirais-je, de personnalité étonnante là, qui se mettent en marche. Des gourous, on ne peut pas dire qui disparaissent. Et Dieu merci, ces gens-là, parce qu'il n'y a rien derrière. Ce sont des opérations même parfois uniquement commerciales qui tendent à attirer l'attention des gens pour en tirer un profit. Or, le christianisme, c'est tout sauf ça. Eh bien, c'est un bel exemple à avoir toujours en tête, de voir que quand on défend la vérité, que ce soit même sur un plan politique, c'est la vérité qui prime surtout au fil des années. Et je vais parler de 68, le temps s'est écoulé depuis, et puis on s'aperçoit que tout ce qui a été prêché par ces gens s'est effondré. La gauche de Mitterrand s'est effondrée. Ce qu'on pourrait rappeler aussi qu'il y a un rapport très intime, très étroit entre le christianisme et le livre. Le Verbe de Dieu, c'est incarné. Et l'amour des lettres et le désir de Dieu. C'est un très beau livre d'un moine, Don Jean Leclerc, on doit être disponible encore aujourd'hui, où on montre qu'à travers les siècles, le christianisme a favorisé la culture. On va dire le catholicisme, c'est le catholicisme. Même l'Église orthodoxe. Oui, bon, mais c'est différent. Et puis, parce que
quand on parle de christianisme, on va englober les protestants. Donc du coup, je vais devoir dire des choses très mal. Désobligeante. Voilà, très mauvaises. Et alors, ce qui est Le important- protestantisme, ce qui est- et peut-être j'aurais un signalement Arcom. Donc, pardon, Ce qui est catholicisme. important à voir, qu'il y a un lien très étroit entre le culte et la culture. Et quand la culture s'effondre, le culte aussi. Et moi, ce que j'aime avec le frère Thierry, c'est qu'il a une soutane. Oh. Je ne supporte plus voir ces prêtres en froc. Non, mais vraiment, quoi. Mais il vaut mieux des fois. Écoutez, l'autre jour, j'ai croisé un non-soutané, Oh là là. mais fonctionnaire de l'église moderne. Il y a Ah des, oui, mais il c'est y a pas des gens possible. qui trompent. C'est pas possible. Il se trouve que, bon, moi je suis, vous savez tous, un enfant du quartier. J'ai fait ma communion, mon catéchisme et ma communion à Sainte-Jeanne de Chantal. À l'époque, on avait la chance de voir les prêtres en soutane. On les voyait souvent ici, Mais il y lorsqu'on en a- sortait de l'école. Il y en a encore à Saint-Jean de Chantal. Il y a Ah même, oui ils disent même une messe catholique à midi. Ah bon Oui. Ils le font encore. Oui, oui, mais Ah de bah tiens, samedi 5. bon, j'allais être mauvaise Voilà. langue. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je le vois beaucoup moins, même dans ce quartier. Et voir frère Thierry en soutane à Radio Courtoisie, ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ben oui, ben ça, On revient à la tradition. Et est-ce que, cher frère, est-ce que à la librairie française, parce que vous pourrez voir très souvent le frère Thierry à la librairie française, est-ce que vous voyez venir cette nouvelle génération que représente Charles ici Oui, alors, en studio? oui, alors des gens disons, en recherche, même sur le plan spirituel. Et certains ont redécouvert une église à Paris. il y a eu, cher frère, il y a eu énormément de baptêmes là, récemment en France, c'est extraordinaire. Oui. Ça redémarre, c'est quand même un courant qui renaît. et Oui, qui- mais il faut voir aussi que il faut relativiser. La Comment ça? génération de 68 n'a pas fait baptiser les enfants. Donc ça, plus ou moins en rattrapage. Alors c'est vrai qu'on trouve même d'anciens musulmans qui deviennent chrétiens. Mais c'est infime. Si on compare, il y a plus de Français qui deviennent musulmans que de musulmans qui deviennent catholiques. Hein. Oui, s'ils deviennent catholiques, ça dépend où ils sont baptisés et par qui. Je ne citerai pas l'Église, mais je connais une ancienne musulmane qui est aujourd'hui mariée à un bon catholique, monarchiste, anti-républicain et connaissant tous nos codes. Mais c'est extrêmement rare, parce qu'elle est tombée sur des bons prêtres. Mais elle s'est convertie au catholicisme pour des raisons de dogme ou pour des raisons sentimentales? Non, d'abord, une recherche intellectuelle. C'est une avocate. D'accord. Donc, si on fait usage de sa raison, mais l'islam est une abomination. C'est le refus de la réalité. C'est l'arbitre absolu de tout. Ben d'ailleurs, ça veut dire soumission. Ben oui, Ça, la soumission. exactement ça. Mais à n'importe quoi. Mais c'est pas la liberté qu'offre le Christ. Je parle de la vraie liberté, hein, pas liberté, égalité, fraternité. Hein. Voilà. Non? C'est évident. Bah, continue. Oui, Tu peux continuer? on peut penser au livre qu'on trouve à la librairie française de l'abbé Pagès, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Cher Charles, Oui, très cher. est-ce que, par exemple, vous faites venir vos amis? Est-ce que vous leur parlez un peu de la librairie française? Alors, vous parlez de Bainville un Tout à peu fait, tout à fait. oui, Nous oui. avons organisé avec le frère, parce que de Maurras? alors tout ça oui. Et nous avons organisé avec le frère parce que le contact est plutôt bien passé entre nous, ce qui est assez évident. Et tous les samedis après-midi, donc il se trouve qu'aujourd'hui, vers 16-17 heures, Ah, bah alors tiens, une annonce là. dans la librairie, d'ailleurs, si le temps le permet, à l'extérieur parce que c'est convivial. D'accord. Et nous organisons un petit apéritif, c'est-à-dire vin rouge, saucisson, fromage, baguette. Bah, c'est pas chez les gauchistes que vous mangerez, Non, voilà. que vous mangerez ça d'une Que beurrée, des hein. choses bonnes pour le corps et pour l'esprit. Sauf si vous aimez le quinoa. Et donc à ce moment-là, nous pouvons interpeller frère Thierry sur, par exemple, les sujets sur lesquels nous aurions des questions. Et après, il peut nous orienter vers les livres qui nous apporteront les questions
qui étoffera notre culture, nos connaissances. Donc ça sera cet après-midi, certainement à partir de 16-17 heures. Et effectivement, j'ai convié donc quelques amis que j'ai rencontrés en périphérie grâce à Twitter, grâce aux amis d'amis. Ce sera très masculin ou il y aura quelques demoiselles quand même. Figurez-vous que nous sommes sur du 50-50. Ah, vraiment, tout à fait. Je dirais des gens entre 30 et 50 ans à peu près. Bah oui, à la librairie française, c'est mieux que Tinder quand même. Alors, c'est vivement conseillé. Ce sera une belle rencontre. Voilà. 202 rue Le Courbe. Voilà, 202 rue Le Courbe, Paris 15e, métro Vaugirard ou commerce. Je préfère par commerce. C'est plus rapide. Plus c'est plus joli, commerce. Non? La rue est belle, si. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça dépend quelle sortie on prend. La dernière fois, on s'est vu sur la rue de l'Abbé Groux. Ah oui. Je venais par commerce. Et oui, donc c'est mieux que Tinder, la librairie française. Vous y verrez. Parce que souvent, ces milieux sont très masculins. Et là, dorénavant, je vois que les femmes s'y intéressent de plus en plus, cher Gérard. De plus en plus. Oui, et puis, indépendamment de ça, il développe aussi, j'allais dire, des études à la librairie française, j'entends, sur des thèmes intéressants, notamment sur l'ésotérisme. Ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire à l'instant, sur tout ce qui touche le cultisme, etc. Et il y a un tout petit livre que j'avais vu, je crois la dernière fois où je suis passé, qui parle d'Harry Potter. Et ça m'a vraiment intéressé. Pourquoi? Parce que la série Harry Potter, je crois que ça a été vendu à 450 millions d'exemplaires, traduits en 80 langues et autres, où on fait passer le petit sorcier d'une manière extrêmement sympathique, alors que c'est complètement diabolique. C'est horrible. Ce personnage, c'est le diviseur qui est là. C'est-à-dire que peu à peu, on pousse les gens à s'éloigner du christianisme pour aller vers le diable, vers tout ce qui est occulte. Et ça, c'est insidieux, d'où le succès de cette série-là. 450 millions d'exemplaires, c'est énorme. Ça fascine. Voilà, ça fascine. Les gens ils disent « Ah, mais les petits sorciers sont finalement gentils. » Et Harry Potter, moi, je sais pas, j'avais été avec un de mes enfants voir un truc, je me suis un peu endormi, mais enfin, quelque part, l'acteur qui joue, il est tout jeune, il a un côté fort sympathique, il fait même sérieux avec ses lunettes et tout. Et alors, il y a des diables aussi, là, on les voit directement autour de lui, mais lui, il est bien. Et on focalise sur lui pour faire passer, justement, ce rejet de la religion. Enfin, il y a un vieux dicton chez nous, je crois, quand on déjeune avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. Ouais. Donc, il faut faire Clairement. très attention. Mais et d'ailleurs, l'auteur de ce livre, Madame Rowling, elle était vouée aux gémonies. Ouais. Vous savez pourquoi? Oui, tout à fait. Parce que elle a eu le malheur de dire que seules les femmes avaient des règles. Et La vérité. voilà, La vérité. et comme nous sommes dans un monde où visiblement Compliqué. les hommes auraient des règles, Et les hommes peuvent accoucher. Ouais, Gardez-le accoucher. bien. et Gardez-le donc bien du à coup, l'esprit. même elle n'est pas assez dans l'idéologie dominante. Hein. C'est fou. Et ils ont rayé son nom. Étonnant. Ils ont rayé son nom. C'est dingue. Hein. Alors que ça prouve que, cher frère Thierry, que en réalité la religion du diable, qui est la République et le progressisme, on n'en est jamais assez. On trouvera toujours plus et on aura beau faire tous les efforts Parce que possibles. le diable endort les consciences et Et c'est un séducteur. permet quelques succès mondains. Et c'est comme ça qu'il gagne. La séduction, l'inversion des valeurs. Ouais, la totale inversion. C'est ce qu'on est actuellement. Hein. Mais écoutez, il suffit d'écouter certains ministres pour comprendre qui nous gouverne. Qui nous gouverne? Le diable. C'est bien dit avant le Bobino. Donc le Bobino maintenant, pour avoir des émissions libres comme celle-ci, on parle de la librairie française, on parle du diable et de Cohn-Bendit, avec des mots, des mots châtiés bien entendu. Donc soutenez-nous, vous êtes les patrons de cette station de radio. Si nous avions comme toutes les autres stations on va dire le même fonctionnement avec des annonceurs, des publicitaires, etc., nous ne serions pas libres parce que c'est eux qui choisissent la programmation. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc, vous nous soutenez, vous nous permettez aussi d'avoir ce beau studio, ce merveilleux studio, parce que dorénavant, la radio aussi se regarde. Cette émission sera publiée d'ailleurs samedi prochain, 9h, sur le YouTube de Géo
Géopolitique Profonde, et vous pourrez revoir avec les images et vous verrez frère Thierry se rhabiller là actuellement. Puisqu'on parle de géopolitique profonde, Oui. j'en profite pour dire qu'à la librairie française, il y a énormément de revues, dont Géopolitique profonde, et que c'est le seul endroit à Paris, je crois, où on peut acheter à l'unité cette revue. Donc c'est intéressant, si les personnes ont envie de découvrir cette revue, qui est merveilleusement bien faite d'ailleurs, qui est exceptionnelle, de se rendre à la librairie profonde et à la librairie française. Allez, fusion. Excusez-moi. Voilà. Et puis de découvrir. Mais il y a aussi des revues exceptionnelles. Je pense à Faits et Documents. Oui, bien sûr. Faits et Documents. De feu, notre ami Emmanuel Ratier, que j'ai bien connu. J'ai l'impression que la revue s'est arrêtée. Non, pas du tout. Elle continue. Avec monsieur Pierre de Brague. Voilà. Et puis Synthèse Nationale aussi. D'accord. Ah bah tiens, un petit mot sur Synthèse Nationale qui est moins connu. Un petit mot sur Synthèse Nationale. Écoute, c'est une revue à laquelle participe un de mes grands amis, ça fait des années qu'on se connaît, Philippe Randa notamment. D'accord. Et qui a été à l'origine de cette maison d'édition. Qui a édité d'ailleurs trois ou quatre de mes livres d'ailleurs il y a une vingtaine d'années. C'est un garçon pour lequel j'éprouve beaucoup d'amitié, qui a pris des risques toute sa vie. Alors il faut savoir que Philippe Randa, c'est pas son véritable nom, mais c'est le fils en revanche de Peter Randa, qui était un des plus grands auteurs des années 50. Et il était édité par Fleuve Noir. Et à l'époque, tout le monde lisait alors tous ces romans d'aventure, d'espionnage et autres, et ces romans policiers, et ça a été un grand succès. Donc, il y a toutes ces revues qu'on trouve, notamment Le Sel de la Terre, Livre Arbitre aussi, qui est une très bonne revue, une nouvelle revue universelle. Il y a des numéros extraordinaires, entre autres celui sur Raspail, je l'ai trouvé très bon. D'accord. Voilà un auteur dont on parle moins, et pour cause, parce qu'il n'est pas du tout dans la ligne que les gens qui nous gouvernent souhaitent nous voir suivre. Parce qu'on parle toujours d'Orwell, on parle de 84, on parle du meilleur des mondes, mais on oublie aussi Raspail, qui à mon avis, c'est le troisième à suivre avec Le Camp des Saints, parce que ça a été une vision fabuleuse du monde à venir. Il y a deux rédactions du Camp des Saints. Oui. Parce qu'au départ, M. Raspail était plutôt nouvelle droite, nietzschéen. Donc le père Abbé qui continue, mais uniquement pour le beau geste. Il ne croit plus en rien, mais au moins le beau geste. Alors, j'ai des commentaires. Ah, bah, vas-y. Non, c'est juste sur Jean Raspail, parce que je parle souvent de Serge de Becquet, c'est normal, parce que c'était un vieil ami à moi. Il était écrivain de marine aussi. Voilà, et donc, un jour, nous déjeunions tous les trois. Il y avait Serge, il y avait Jean Raspail, et puis moi, en simple témoin, à l'époque, je regardais ça, je les écoutais tous les deux, c'était passionnant. Et Jean Raspail a expliqué dans quelles conditions il a été amené à écrire ce livre. Il était malade, je le cite, il était pas en très bonne santé. Un de ses amis avait une maison dans le Midi et il lui dit, écoute, si tu veux, voilà, tu t'y installes, tu restes le temps que tu veux, repose-toi, puis quand tu en auras un petit peu assez, tu reviens sans problème. Et Jean, donc, qui en général mettait pas mal de temps à écrire, m'a dit il a dit à Serge notamment, voilà, je me suis retrouvé devant une pile de feuilles de papier et soudainement, j'étais inspiré. Et sans faire une rature, il a écrit Le Camp des Saints. Sans une rature. D'un jet. Et il termine son travail, il décide de rentrer à Paris, il ouvre ses volets. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur la plage, qui était pratiquement en face? Il voit un bateau qui venait de s'échouer. Et il a dit, pour lui, c'était un signe, parce que c'est un peu ça, l'histoire, bien sûr, du Camp des Saints. Ce sont tous ces bateaux qui arrivent et qui envahissent la Provence dans un premier temps. Et ensuite, on connaît l'histoire. Donc, je pense qu'il faut... Et le Camp des Saints, bien sûr, est en vente. Moi, ce que j'aime dans la librairie française, c'est qu'on y voit Gérard Tailleur, frère Thierry. C'est une génération qui a vécu. Il faut dire aussi les choses aux auditeurs. C'est une génération qui a vécu, qui a fait des choses... parce que moi, je remarque parmi ma génération, moi je suis de 81, alors je ne sais pas de quelle année est notre... 84. Bon, on est globalement la même génération. Nous n'avons pas vécu.
Dans le sens où nous avons nous-mêmes très tôt été pris en main par les idéologies antiracistes, tous par mon poste, par la télé, les clubs Dorothée, par Internet, les Nintendo, machin. Et donc, on n'a pas de vécu comme ces générations-là. Et il n'y a pas de, même à partir de notre génération, il n'y a pas cette transmission qui puisse exister. Et écouter Gérard Le Tailleur ou Frère Thierry sur des histoires qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, moi, ça fait penser à l'histoire. J'ai connu Gustave Thibon, Madiran, Saleron, le père Calmel. C'est toute une page de notre histoire qui est quasiment occultée aujourd'hui. Alors, j'essaie de vous la faire connaître. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Charles? Alors, moi, Frère Thierry m'a orienté vers Jean Madiran dans son livre La civilisation touchée au cœur, que j'ai pris un plaisir formidable à lire. Je l'ai lu en une après-midi parce que je n'arrivais pas à le lâcher. Et je trouvais que c'était formidable d'espoir. C'était une note que j'estime très importante en ce moment partout autour de nous. C'est l'espoir. Et toute la construction du livre est faite comme ça. Ça veut dire qu'il y a une analyse effectivement des problématiques qui nous sont vraiment appliquées, presque comme une stratégie. La piété moderne. Voilà, exactement. Et à lire, je me suis dit, mais vraiment, quel bon conseil m'avait donné donc le frère. Et je vous ai fait lire aussi Don Gérard. Don Gérard, tout à fait. Demain la chrétienté. Demain la chrétienté. Et c'était pareil. C'est de l'espoir en page. Et je trouve que c'est et je lui dis qu'on pouvait très faire bon deux en ce moment. lectures. Une lecture purement religieuse et une lecture politique. Mais moi j'aurais comme Gérard aimé, ou même Frère Thierry, connaître Serge de Beketch, faire des émissions ici. Imaginez Serge de Beketch, là, avec les moyens modernes, avec les choses qu'on aurait pu se dire. Mais Mike, il faut imaginer, le studio, il peut contenir 5-6 personnes, grand maximum. Quand on faisait des émissions avec Serge, on était 30 ici. 30 La porte était ouverte. Là, c'était... c'est notre époque, là. Ouais. Ben oui, non, et puis tout le monde... Et puis il fumait, il buvait, complètement, même pas boire. Il vivait. Pas boire de l'eau plate ici. Il y avait soudainement la voix Tony. Je suis pas sûr, on peut. On pourrait essayer. Je suis pas sûr qu'on l'accepte. Hein. À un certain moment, la voix Tony Truant de Roger Olindre qui arrivait. Roger Olindre venait. Voilà. Il venait. Mais on a connu toutes ces personnalités exceptionnelles. C'était adorable, c'était un personnage. Mais vous imaginez Roger Olindre, Serge de Beketch, c'est quand même pas les gars du Rassemblement National ou je sais pas qui. C'était autre chose. Je me rappelle parce que c'est vrai que j'ai fréquenté beaucoup le monde des restaurants, d'abord pour écrire avant tout, et souvent. Donc on se retrouve avec Serge, notamment chez Jacques et Denis, ils sont malheureusement morts tous les deux, donc à Saint-Eustache. Et j'appelais Serge, j'ai dit Serge, tu viens, on déjeune. Il me dit attends, je serai peut-être pas là avant 1h30, 2h, parce que j'ai un comité de rédaction. À l'époque, il travaillait pour Minute, il dirigeait Minute, etc. Alors on se retrouvait, il y avait une grande table, il n'y avait personne. On s'assoit tous les deux. 5 minutes après, arrivait ADG. Et puis 2 minutes après, arrivait Guy Grosso. Guy Grosso, c'est Grosso et Modo, les deux acteurs qu'on retrouve dans je sais plus, l'histoire des gendarmes à Saint-Tropez, c'est le grand et le petit. Guy Grosso, c'était le grand. Et puis peu à peu, comme ça, on se retrouvait à une tablée de 10-15 personnes. Et c'était extraordinaire. Il y a le fils de Noël Roquevert qui avait une petite librairie à côté, qui nous disait, moi dans ma vie, je suis issu d'une des 2 seules passions de mon père. Mon père aimait la chasse et les femmes. Les femmes, j'en suis le résultat. Puis on voyait la mine un peu déconfite de ce personnage qui était extrêmement courtois et agréable. Voilà, donc ça c'était... Et puis, vous imaginez les conversations c'était le milieu théâtral, c'était le cinéma, c'était le milieu journalistique, c'était la vie. C'est là où j'ai connu aussi, ça fait plus de 40 ans maintenant que je le connais, mon ami André Berkoff aussi, qui est un journaliste extraordinaire. Et dans mon espoir, en vous disant ça, j'ai une image qui me traverse l'esprit. C'est les illusions perdues de Balzac. Vous avez le personnage de Lucien de Rubempré qui se retrouve dans le milieu journalistique grâce à des rencontres qu'il fait. Notamment, j'ai un personnage, je crois, qui s'appelle Lousteau, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, et qui était joué d'ailleurs à la télévision. Il y a une adaptation, il y avait Yves Régnier, et c'était un merveilleux acteur qui malheureusement est mort à peine à 40 ans, qui s'appelait Bernard Noël, qui était un grand acteur.
et on voit ça dans le cadre d'un café, ils se réunissent, et Lucien de Rubempré, qui veut écrire des poèmes, qui se prend pour j'allais dire, le Rimbaud de l'époque, etc., eh bien, pour des raisons matérielles, en fait, il va devenir journaliste, et il va se fâcher, bien sûr, avec le cercle de poètes. Eh bien, c'est un peu ça, l'ambiance, si vous voulez, qu'on vient d'évoquer. Et Mike, comme disait, tous ces personnages, on les connaissait beaucoup comme ça, parce que dans un restaurant, on déjeune ensemble, on se lâche un peu, et les idées tournent. On voit que c'était... Moi, j'aurais adoré vivre cette époque avec en plus les moyens modernes. Si on avait en plus cette époque avec les moyens modernes, ça aurait été extraordinaire. Moi, je le vois dorénavant pour des auteurs, il faut passer par l'attaché presse, machin, éditeur truc, des agendas de je sais pas. C'est cette convivialité, cette côté humain, c'est fini. Même les gens dits de chez nous, qui sont un peu trop au premier degré, on va dire, trop sérieux. On a l'impression quand vous en parlez que c'est je sais pas moi, l'ancien régime quasiment. Oui, ensuite, malheureusement, il y a beaucoup d'étroitesse d'esprit. Beaucoup d'étroitesse d'esprit. On ne cherche pas à s'enrichir parce que écrit ou pense le voisin, qui n'est pas forcément de votre tribu. Et la librairie française est restée dans cet esprit. Disons, vous avez aussi bien la face cachée de l'histoire, donc pour les complotistes, ou comme on veut, vous avez, pour satisfaire différents publics. Vous voyez, même en religion, il y a, pour des catholiques ou des orthodoxes normaux, ordinaires, que pour des cédévacantistes, que pour des lefévristes. Mais est-ce que ces publics-là peuvent se fondre? C'est pas évident. Ça aussi, c'est quelque chose qui crée la division et c'est dommage. C'est le problème. Moi, j'ai connu une librairie d'occasion, Brunet, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, rue Bonaparte. Eh bien, vous avez toute l'élite intellectuelle française et catholique qui se retrouvait dans cette librairie. Et à force, les gens commençaient à se connaître. Impossible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la librairie française, et puis je vais lire les commentaires, forme aujourd'hui une forme de famille, peut-être de substitution peut-être? Oui, c'est un cercle social ascendant. Vraiment, vous avez une question, frère Thierry peut y répondre directement ou pas, ou vous orientera vers des gens qui seront encore plus compétents que lui dans ces domaines-là. Donc, obligatoirement, je dirais oui, c'est vertueux, c'est un cercle vertueux. Alors, commentaire de nos auditeurs. Bonjour, merci à la librairie française et aux éditions des Cimes pour leur travail. Une petite pensée pour la librairie de Chiré et aux journées Chouane, qui se déroulent en ce moment. Il existe une vraie complémentarité entre ces deux librairies auxquelles je rends hommage. Bon, allez Gérard plutôt. C'est très bien. Auditeur, le christianisme c'est la foi, mais la foi est-elle la religion? Tiens, à mon avis la seule religion, le christianisme. Vous avez 1 heure, cher frère Thierry. On peut répondre. Allez-y. Donner sa foi, donc donner l'adhésion de son intelligence, de son cœur à la vérité. La religion, c'est quoi? Religare. C'est relier. Donc la croix nous relie en ce monde avec nos frères croyants et nous relie à l'au-delà. Au surnaturel. Donc, alors bien sûr, on peut avoir des foi, comme il peut avoir des sincérités successives ou multiples. Mais le type n'est pas sincère. C'est une girouette. Il dira non, je ne suis pas une girouette, c'est le vent qui tourne. Merci, cher frère. La librairie française dispose-t-elle de l'ouvrage de Maurras, Poésie, la musique intérieure? Oui. Oui, mais évidemment, mais quelle question? Mais alors vraiment là, je ne sais pas pourquoi je la pose. On va essayer de développer petit à petit un peu de bibliophilie. Ah. Donc ça, pour des gens avertis. Bon. Et ensuite, il y a beaucoup de livres qu'on est en train de mettre... de classer des mémoires. Ça va aussi bien du 19e siècle jusqu'à la guerre. Toutes sortes de sujets. Mémoires d'hommes politiques, d'espions, voilà.
Alors, je vais poser cette question, même s'il n'a visiblement pas de rapport avec notre émission. Mais bon, une auditrice a appelé, donc je vais quand même la poser. Comment expliquez-vous que les éditions Lafon refusent de faire paraître le livre de Monsieur Marlex, alors que sur votre antenne, quelqu'un a révélé que le livre qui aurait dû être titré « Le législateur dénonçait toutes les compromissions du gouvernement, y compris du Parlement européen, avec les forces de l'argent ». Le livre est à la librairie française. Bon, j'avouerai que je ne l'ai pas lu. Le livre de Marlex ? Oui, j'ai parcouru comme ça. J'ai pas lu. Bon. Alors, d'autres commentaires. Bonjour messieurs, quelle belle émission. Savez-vous que je suis raillé par ma non-modernité lorsque je dis que je déteste le PDF. Ah oui, putain. Il faut être anti-moderne. C'est le titre d'un très bon livre de Maritain. Comment il s'appelle ? Anti-moderne. Anti-moderne. Certains, qu'on retrouve bien sûr à la librairie. Je sais pas, peut-être. Certains... En commande, en tout cas, c'est sûr. Oui, en commande. Vous pouvez aussi commander, bien entendu. Certains même n'ont plus un seul livre chez eux. L'abbé vient de dire des vérités que j'entends rarement évoquées sur l'islam. Avez-vous oublié les miracles de bonne entente entre les religions époque de l'Andalous ? Mais c'est faux. C'est un mythe. Ah ! Oui, non, mais c'est une Attendez, question, hein, c'est pas... C'est un mythe. On pourrait dire que notre animal fétiche, c'est le cochon. Pour le musulman, c'est quoi ? La chèvre. Où elle passe, il ne reste plus rien. Quand on regarde les pays de l'Est, par exemple, l'ancienne Yougoslavie, donc c'est des pays orthodoxes, eh bien vous trouvez un despote donc, orthodoxe, un chef d'État, ou plus ou moins, mais soumis à la sublime porte. Le frère pouvait être évêque, et l'autre frère général dans l'armée turque, musulman, à cause de l'impôt. Voilà. Donc tout ça, c'est un mythe. Comment ? Voilà, c'est un mythe, faut le dire. C'est un mythe. D'ailleurs, à la librairie française, il y a plusieurs livres sur cette question qui est fondamentale, très importante. Alors, il continue son commentaire. Je raille un chouïa. Merci frère Thierry. À Pascal, une merveille. Alain Pascal, pardon. J'adore acheter le livre ancien pour connaître le contexte politique ou social de l'auteur afin de me faire une idée des mensonges passés, présents et à venir. C'était ma petite participation à l'émission. Donc c'est vrai. Ben voilà, on l'a développé bien sûr tout à l'heure. C'est exactement ça. Quoi, voilà. Et puis voilà, il nous parle de Rivarol. N'hésitez pas aussi à soutenir Rivarol. Est-ce qu'on peut retrouver Rivarol je sais pas. à la librairie française ? Oui, sans doute. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté leur monte en 45. Oh. Il faut bien rire. Oui, bah oui. Alors, tiens, vendez-vous les œuvres de la CRC de notre cher abbé de Nantes. Leurs ouvrages sont très riches. Oui. On peut les retrouver ? Oui. En commande ou directement ? Alors, il y en a en présentiel et ensuite le reste, on peut le commander. En présentiel, voilà. Oui, Maintenant, frère Thierry parle comme les amis du Covid. En présentiel. Voilà, tiens, encore un truc qu'on nous a imposé, un champ lexical depuis cette fameuse crise sanitaire. Non, mais c'est tout à fait normal. La langue française, la langue évolue. Elle évolue. Vous voyez, voilà. autrefois, on disait ça gaz. On disait ça normalement. Plus personne n'ose le dire. Bah oui, ça c'est sûr qu'on a compris pourquoi. Donc ça ne gaze pas, nous n'avons pas dit. Vous savez que depuis... j'ai fait une émission sur Notre-Dame où on a expliqué avec quelqu'un... Il y a un cardinal qui a expliqué allez, vas-y, frère. que les vitraux Notre-Dame dénaturaient l'ouvrage. Le quoi J'ai pas entendu. Dénaturait la Pourquoi ? basilique, parce que c'est sataniste. Ah oui. Et oui, expliquant bien que c'était un projet sataniste. Le reliquaire. Le reliquaire de Saint-Louis qui a été enlevé, je sais pas où il est d'ailleurs aujourd'hui. Alors, ça c'est encore un autre problème. C'est pas rien. Il faudrait faire une émission sur la symbolique. Mais moi, il y a le cercle qui symbolise la spiritualité dans le carré, donc enfermé dans la matière. Mais vous savez que j'ai fait cette émission sur Notre-Dame, on a parlé reliquaire, on a parlé l'incendie, etc. Eh ben, j'ai eu un signalement Arcom. Ah bon ? Et l'Arcom l'a fait supprimer. Pourquoi ? Visiblement, il ne faut pas... c'est des sujets qu'il ne faut pas aborder. Ah bon ? C'est hallucinant. Hein.
Dorénavant, l'Arcom, voilà, écoute, donc Ils il sont nous très écoute. pieux, alors. J'imagine la torture pour celui qui écoute l'émission de ce matin. Donc monsieur de l'Arcom qui écoutait l'émission de ce matin, hein, on vous salue, hein, c'est Ce qui manque une dédicace. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un vrai esprit de liberté. Rabelais. Ouais. Vous voyez, je me rappelle, je ne vous dirai pas l'endroit, parce que ça pourrait donner des idées à d'autres. Il y a une collégiale en Bourgogne où on voit un moine qui relève son froc pour des besoins naturels, Oui. et l'autre à côté, en sculpté, qui bouge son nez. Donc j'ai fait une belle photo et carte de vœux. J'imagine la carte de. Il manquait C'est que pas le- vous qui avez reçu la carte de. il manquait que le pigeon pour s'essuyer dans le bébé. C'est pas toi qui as reçu la carte de. Non, Non, j'espère. non. Ah bon, ça va. Ni vous d'ailleurs. Non, Non, j'ai pas eu cette chance. Ah, là, c'est. Donc celui qui a reçu cette carte de vœux se manifeste et qui vienne témoigner une carte de vœux pareille quand même. C'est l'esprit médiéval. Vous voyez, les gargouilles en représenté, ou les miséricordes d'Estale en caricature l'évêque du lieu ou des chanoines. Aujourd'hui, amusez-vous de caricaturer l'archevêque de Paris. On créerait au sacrilège. Par contre, qu'il donne l'Eucharistie, ou ce qu'il croit être l'Eucharistie, à la première, je ne sais pas trop quoi, il trouve ça tout à fait normal. Je pense que les gens ont compris, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est sûr. Alors, on trouve aussi à la librairie française ce que j'aime beaucoup, parce que je retrouve un peu mon enfance quand je lisais Cœur Vaillant, quand j'étais tout petit. C'est-à-dire, on retrouve des bandes dessinées, Oui. et je pense à Fripounet, Marisette, des choses Ah tiens, comme ça. oui, parlons justement Voilà. des livres pour enfants. Voilà. C'est très Alors là, il y a important. Édition du Triomphe, on a à peu près tout. Voilà. Et en général, tout est choisi à la fois pour la qualité de l'image et du texte. Il y a aussi la série à laquelle a participé Jean Raspail, c'est Le Royaume de Borée, aussi, Oui. qui est formidable. Qu'est-ce que vous conseillerez pour des parents, des jeunes parents qui nous écoutent, comme bouquin, enfin comme peut-être bande dessinée alors, pour leurs enfants? Alors même l'histoire de France, pour enfants, illustrée, ça existe, Oui. c'est remarquable. Vous Et avez notre ami Rénal Sécher, Oui. aussi, qui a fait son il a même histoire un de la livre- Bretagne. Il y a même un livre pour suivre la messe Voilà. pour enfants, très bien dessiné. D'accord. Très bien dessiné. Vous avez les saints et saintes rois, très bien fait. Je crois que c'est chez Artege. Enfin, il y a de quoi satisfaire vraiment le... Un très bel éditeur, Artege aussi, que je salue. Ah, tiens, je viens de voir sur le site de la librairie française qu'il y a des événements prochainement. Braderie de livres d'occasion, salon d'écrivains et dédicaces. Cela pourrait intéresser des auditeurs. Parlez-nous-en, tiens, cher Mais je suis frère. pas vraiment au courant. Ah, d'accord. Alors qui est au courant? Parce que je Notre ne ami, suis pas jour et nuit. Ah, d'accord. Alors, je crois, pour avoir lu un panneau dans la librairie, que c'est le 11 septembre. Bon, ben, à 11 confirmer 11 quand même, hein. octobre. Venez sur place, vous saurez. Voilà, donc vous saurez. Voilà, donc visiblement, il y a des braderies. Ce sera mis sur le site. Ben justement, est-ce qu'il y a des dédicaces on a des auteurs qui viennent dédicacer un peu à la librairie française? Oui, de temps à autre. Des noms peut-être? Bon, ok, pas de nom. Gérard, tiens, dédicacerait bientôt? Oui. Avec plaisir, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Moi, je suis déjà... C'est quoi le dernier livre de... Alors, le dernier qui est sorti, c'est un livre, excusez-moi, sur Montmartre. Donc, c'était si Montmartre et la bonne franquette nous étaient comptés. Et là, j'en ai deux, trois en préparation, enfin, qui Vous sont en avez faits. un pour la... Un pour les éditions D'accord. des Cimes. Des cimes. C'est parlera de quoi? C'est un recueil de contes et légendes au temps de Charlemagne. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur des chansons de gestes et j'en ai extrait comme ça des passages pour... je crois pour le plus grand plaisir des plus jeunes et puis des moins jeunes aussi, parce que c'est l'occasion de redécouvrir notre histoire de France à travers justement ces légendes qui sont extrêmement importantes. Parce qu'on a vécu, mon enfance a été bercée par ce genre Bien d'ouvrage. sûr, il y avait toute une collection de Fernand Nathan, Voilà. contes et légendes de tous les pays. Du monde entier. Oui, oui. Et un gosse de 8 ans pouvait se cultiver, connaître le théâtre de Corneille ou de Molière, résumé. Mais Montmartre a quand même beaucoup changé. Rue des Abbesses, rue Le Pic, c'est devenu des rues de marque.
essentiellement. Mais oui. Oui, c'est vrai que c'est-à-dire ce qu'on peut déplorer aussi, c'est l'absence de commerce de proximité. À part mon ami qui est pharmacien, Bah, c'est la dernière, c'est le dernier commerce réellement, c'est la pharmacie. bah, il y a aussi Vous des... n'avez des, plus sur la butte, il y a pas un boulanger. Oui, mais il y a des primeurs. Il faut descendre. Oui, il faut descendre. Faut Ouais. descendre à rue des Abbesses, bien sûr, il y a tout. Il y a des primeurs où vous pouvez trouver des cerises à 20 € le kilo, hein, pas cher. Hein. Voilà. Non, mais vraiment, hein, voilà, c'est... 35 € j'ai vu récemment. Ah ouais, à Montmartre. 30, non, dans mon quartier, 34 €. C'est où le quartier? À côté du Trocadéro. Ah oui, bah le Trocadéro, bien sûr. Mais en tout cas, 35 € quand même. à Montmartre, ouais, mais les cerises, c'est devenu un mets de roi. Hein. Ah oui, complètement. C'est fou, hein. Est-ce qu'on aurait cru, je sais pas moi, il y a 25 ans, acheter 1 kilo de cerises 150 francs? Ah mais non mais... Mais quand vous achetez un concombre, attendez, c'est 1,50 €, 1,60 €, 10 vous francs. revendez, vous 10 francs. Un concombre 10 francs, ça valait 1 franc dans le temps, vous voyez, Même ce genre de pas. choses, même Oui. pas. quoi, Et oui. moi j'habite Saint-Ouen, et à Monoprix de Saint-Ouen, c'est Saint-Ouen, bon même si on me dit Monoprix machin, les kilos de tomates est à 7,50 €, 50 francs, Ah non, c'est de 1 la- kilo de tomates. c'est de la- Et où va-t-on? Bref. Je vous salue à nouveau. Quel est le livre de Maurras? Ah ben oui, il faut en parler un peu de Maurras, où Oui. il conceptualise les 4 États confédérés. Ah, Cette formule lapidaire est quasi parfaite concernant la France de la fin 19e à aujourd'hui, sauf qu'il faut remplacer les par des, car sinon on tombe en contresens ou en amalgame. On dit, comme dirait l'ennemi, qu'en dites-vous? Mille merci de votre présence. Alors, ce qui est bien, ce que j'aime avec Radio Courtoisie, c'est que c'est pas Twitter ou YouTube. Là, on a vraiment des questions. J'imagine ces questions à Énergie ou Skyrock. Alors, ce qui est amusant, que hier soir, De Villiers parlait des États confédérés. Il reprenait la phrase de Maurras, mais en la modifiant tant soit peu. Ça a été très délicat. Alors, C'était amusant. alors, quel est ce livre? Un de ces livres sur la démocratie, j'ai pas ça en tête comme ça. Ou alors, il faudrait dire, c'est à la librairie française. De toute façon, il y a tout Maurras à la Oui. librairie française. Ouais, c'est énorme. Il y a le dictionnaire politique de Maurras. Alors, c'est pas lui qui l'a rédigé, hein, le dictionnaire politique de Maurras. 5 volumes. Mais ce sont des extraits par thème tirés de son œuvre. Mais il écrit énormément. C'est Énormément. C'est énorme ce qu'il a écrit. Moi, j'aime bien ses écrits sur les voyages, notamment la Grèce. Moi, il est passionné par Oui, la Méditerranée, par les... sur Dante. Voilà, complètement. Mais Maurras a été Ouais. très brocardé et j'ai l'impression qu'il revit une seconde jeunesse. Bah, c'est tellement bien écrit. C'est extraordinaire, Maurras. Vous vous régalez à chaque Mais ligne. Barrès aussi. Oui, Barès aussi. Et, Maurice Barrès, oui. Bainville est très aussi, et ouais. revient auprès d'une nouvelle génération. Moi, Alors, j'ai découvert un Ben- magnifique livre sur Bainville, Alors, Bainville. de Bainville, pardon, sur les dictateurs. Je sais pas si Oui, tu... bien sûr, on l'a. Ah, j'aime Alors, bien beaucoup sûr, ce livre. c'est très important sous le plan de la géopolitique. Ouais. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Védrine, qui est un des moins sots chez les socialistes. Ouais. Mais ce qu'il dit d'intelligent, il le puise dans l'œuvre de Maurras. dans Bainville. Non, dans ma ville. Dans Bainville? Oui. D'accord. Mais bon, Bainville est moins brocardé. Je ne sais pas pourquoi Maurras particulièrement l'est. Même Barès, je crois qu'il y a une rue Barès dans Paris d'ailleurs. Je crois. Ouais. Alors là, j'en suis C'est pas sûr. possible. Bon, Possible. peut-être. C'est possible. Et, enfin, en tout cas, il y a des rues, mais il n'y a pas de rue Maurras nulle part, même en province. Non. Comment on l'expliquait que lui, plus qu'un autre? C'est la damnation mémoriée, tout simplement parce que. Regardez, il était à l'Académie française. Bah oui. Bon, on l'a plus ou moins injecté à la Libération. Alors qu'il était anti-germain. Je Pour d'autres. je crois qu'en France, on baptise et on débaptise Oui, facilement, très les facilement. rues en fonction du moment que l'on traverse et des pouvoirs politiques qui... Et j'ai l'impression Il que dirige. Maurras est débaptisé éternellement, malgré tout. Ça dépend. Tout ça, c'est lié aux suites de la Libération. Oui, mais Maurras n'a pas été collabo, je sais pas non, quoi. Donc, bien sûr, mais il est assimilé à ce courant.
Ouais. À côté- Comment on Alors, explique ça? Bon, écoutez, vous prenez une bécasse comme la présidente de la région Île-de-France. Ah, Pécresse? Oui, son nom m'avait échappé, vous voyez. Qui a mis le ticket de métro à 2,50 €. Vous imaginez un ticket de métro à 15 francs? Oui, mais on peut aller jusqu'à Meaux, on peut aller, Ah on oui, peut aller très on loin. a très envie d'aller à Meaux, et ça c'est vrai. Mais non, mais ça... Bon, revenons à Pécresse. Vous saviez qu'il y a quelques années, c'était le centenaire de Maurras. Bah oui. Et qui était dans le calendrier des festivités. Bon, elle s'était opposée, en disant que les gaullistes étaient absolument opposés à Maurras. Bon, alors, ça prouve qu'elle n'a même pas lu De Gaulle. De Gaulle. Mais tout simplement, c'est un réflexe pavlovien. Tous ceux qui ont été tant soit près de Pétain sont bannis. Sauf ceux qui ont collaboré avec les Allemands, comme Sartre. Faut pas l'oublier. D'ailleurs, il y a certains textes Mais il a travaillé de- à Radio Paris, d'ailleurs. Oui, semble-t-il. que certains textes de Sartre Ouais. sont interdits d'être republiés. On n'a le droit que faire des paraphrases. Mhm. Relisez ce que dit Monsieur Onfray là-dessus. Sartre et Madame de Beauvoir, qui, un peu le couple maudit de la République. Oui, mais qui explique beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils expliquent? La dépravation des mœurs et Le deuxième la sexe, fascination non, ça- la fascination pour l'ennemi. Vous voyez, ils admiraient les Allemands. Il ne faut pas l'oublier. Alors bien sûr, ces textes, on ne peut que les paraphraser. Quoique la nouvelle droite admire aussi les Allemands. Hélas. Parce que, du moins, notre famille de pensée, nous sommes les héritiers de Rome. Et pour nous, le Germain, c'est un barbare. Ou alors, il faut le domestiquer. Hein. Parcere subiectis et debellare superbis. Hein. C'était l'axiome de l'impérialisme romain. Hein. On n'épargne les vaincus, on écrase les orgueilleux. Voilà. Donc, on n'a qu'à voir, par exemple, la politique allemande aujourd'hui. Elle n'a pas changé. On peut parler Il de y a l'Union des européenne d'une forme de quatrième Reich. Il y a mais parce qu'en histoire, il y a des constantes. Il faut relire avec soin le professeur Chonu, qui le montre bien. Allez-y, frère, continuez. Oui. Là, les questions Donc, arrivent. Encore. Donc Sartre était en admiration devant la soldatesque allemande. Après, devant les Khmers rouges, il n'a pas changé. Il a toujours été en admiration, mais comme Derrida, tous ces gens-là ont détruit notre pays. Alors, une auditrice nous écrit: Jacques Bainville a vécu 33 rue de Bellechasse et une Oui. plaque commémorative se voyait sur l'immeuble. Je ne savais pas. Hmm. Il habitait 33 rue de Bellechasse, dans le 7e. Ah oui. Une très très jolie rue. Donc on est quasiment arrivé à la fin de l'émission. Donc pourquoi, cher Charles, venir là tout de suite à la librairie française? Alors d'abord cet après-midi parce que nous y serons. Après parce qu'il y a ce magnifique apéritif qui sera organisé. Et vous aurez accès aux connaissances diverses et variées de Frère Thierry qui vous aiguillera avec plaisir, bonheur et joie vers plus de savoir, une meilleure compréhension de votre environnement et de vous-même. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que tout le monde peut venir à la librairie française, commander des livres par téléphone, et il y a quelqu'un qui s'occupe des commandes. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on fait des commandes, on les reçoit rapidement les livres Alors ça dépend de l'éditeur. Non, de la poste, Ah oui, ah oui. du livreur, Les diffuseurs. et des fois, il y a des paquets qui se perdent. Hein. Une semaine. Bah, avant, Vous savez comment on appelait la SNCF? Non. La Société des colis fauchés. Société nationale. Comment? Société nationale. Oui, Société nationale des colis fauchés. Ça a été remplacé par les livres Amazon, qui sont Voilà. aussi des faucheurs de colis parfois, Ouais. enfin, peut-être même très souvent. Donc voilà, venez, librairie française. L'adresse librairie française, 202 rue Le Courbe. 202 rue Le Le Bonheur Courbe. et 202 rue Le Courbe. Alors Chez- c'est ouvert tous les jours. À partir de midi, il y a toujours quelqu'un. Pourquoi venir à la librairie française, cher Gérard?
Eh bien, bien entendu, tout ce qui vient d'être dit pendant cette heure et demie, c'est retrouver les plus grands auteurs dans un cadre très agréable, et puis aussi pour permettre à l'une des dernières librairies françaises réelles à Paris d'exister, parce que c'est extrêmement important. Il faut aider les libraires, il faut aider ceux que nous aimons particulièrement, notamment, là on vient d'évoquer tout cela. Je pense que c'est très très important de venir, de faire vivre cet endroit d'une manière ou d'une autre, soit pour acheter un livre, soit un CD, n'importe quoi, ou même assister à une conférence, venir rencontrer des auteurs, etc. C'est important. Voilà, je crois que tant que ce genre d'endroit existera à Paris, c'est une forme de liberté aussi qui est préservée. Il faut, voilà. L'actualité de Gérard Le Tailleur, c'est laquelle? Alors il y a ce livre qui sort là. Voilà, celui qui sort. Comment il va s'appeler? Eh bien, ça sera les contes et légendes au temps de Charlemagne. D'accord. Et puis aussi un livre que je prépare sur les bouillons, sur l'histoire des bouillons. Les bouillons, Ah bon. voilà, c'est assez passionnant. Les apéricubes Magui. Les bouillons chartiers, Et notamment. c'est lié à Napoléon III. Eh ben, complètement. Ça a démarré en 1851-52, comme l'opérette. D'ailleurs, il y a- D'accord. Voilà. À la librairie française, il y a un livre qui a sorti. Sur les bouillons. Non, oui, bien sûr. Sur l'opérette, sur l'histoire de l'opérette. D'accord. Alors Bah, là oui, aussi, c'est intéressant à Bah, c'est voir que c'était une culture Voilà. à la fois populaire Voilà. Ben, bien sûr. et que ceux qui écrivaient les livrets pouvaient écrire des opéras. Bah, et que c'était le Alévac même- et Mélac, notamment. Et que c'était le même public. Mais- Et qui est-ce qui a cassé cette culture populaire? La gauche. Chez quel éditeur? Jacques Lang. Pardon pour... Chez quel éditeur? Pour les bouillons et Charlemagne? C'est encore, ça sera un ami qui nous sert ça. Ça sera qu'on conseille. Mais Charlemagne, c'est les cimes. Les cimes, voilà, oui, parce que je travaille même travail avec Édition Perrin, enfin différents éditeurs. Et alors, puisqu'on parlait des bouillons, en une fraction de seconde, une chose très drôle, celui qui a inventé un peu les bouillons à cette époque-là, c'était un boucher qui s'appelait Duval. Et dans La Belle Hélène, à un certain moment, c'est assez extraordinaire, parce que Ménélas s'adresse au bouillant Achille qui arrive, ah voilà, le bouillant Achille, il a l'œil, ce que n'ont pas pas le bouillon Duval. Merci. Donc on projette comme ça ce personnage. Merci à vous trois pour cette très très belle émission sur la librairie française, 202 rue Le Cours, Paris 15e, métro Vaugirard et commerce. Passez un excellent week-end et à la prochaine. Allez, salut, ciao. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.